Cette fois, la campagne de l'été 1943 a bien commencé. Ce sont les Allemands qui attaquent en URSS pour réduire le saillant de Koursk. Ils ne savent pas que les Russes sont prêts, plus que prêts, et reculent en connaissance de cause. En Méditerranée, la conquête de Pantelleria annonce le débarquement en Sicile. Allemands et Italiens s'y attendent également. Dans le Pacifique, l'opération Cartwheel est commencée. Et chacun de leur côté, MacArthur et Nimitz lancent une opération en tenaille vers Rabaul et la Nouvelle-Géorgie. Pour commenter les actualités allemandes puis américaines, nous sommes avec le professeur Schwab de l'université de Aachen, Aix-la-Chapelle, spécialiste des relations internationales, à qui je demande un diagnostic sur la situation générale à cette date. À l'époque où ces actualités ont été réalisées, la guerre est perdue sur les mers et dans les airs pour l'Allemagne. Sur terre, il n'y a plus qu'une défense de la forteresse européenne qui restait possible. Le risque était imminent pour Hitler de devoir mener une guerre sur deux fronts avec une chance encore plus réduite de pouvoir tirer d'affaire l'Allemagne dans cette guerre. Hitler n'avait qu'une seule échappatoire qui aurait peut-être permis d'éviter la défaite ou tout au moins qui aurait pu la retarder. Et cette échappatoire aurait été de conclure une paix séparée avec l'Union soviétique, paix séparée à laquelle Staline était sans doute disposé, mais Hitler est intraitable sur ce point. Bien, on va voir d'abord les actualités allemandes que vous interromprez quand vous voulez les commenter. Der Kölner Dom von den Bomben der britischen Terrorflieger schwer getroffen. Durch eine geschlossene Wolkendecke, die nach englischen Eingeständnissen jede Sicht nahm, bombardierten britische Terrorflieger die rheinische Hansestadt Köln mit ihren ehrwürdigen Baudenkmälern und einzigartigen Kunstschätzen. Die Bomben durchschlugen das Gewölbe und richteten im Innern des Domes schwerste Verwüstungen an. Was in 6,5 Jahrhunderten erbaut wurde und für die gesamte Kulturwelt als unantastbar galt, wurde durch die britischen Luftbarbaren in wenigen Minuten zertrümmert. Der Angriff britischer Bomber. L'offensive des bombardiers britanniques sur Cologne dans la nuit du 28 au 29 juin 1943, cette offensive s'inscrivait dans l'offensive de bombardement britannique et américaine contre l'Allemagne qui avait d'ores et déjà été décidée à Casablanca. Face à ces bombardements, l'Allemagne était relativement désarmée, des représailles
n'était guère concevable car les moyens aériens étaient insuffisants. C'était donc une situation délicate en termes de propagande pour Goebbels. Goebbels aurait souhaité des représailles. Or, les représailles s'avéraient impossibles. La seule issue était alors, la seule possibilité de mobiliser la population allemande était de souligner le caractère barbare de ces bombardements. Et là, la destruction de la cathédrale de Cologne était bienvenue pour Goebbels. Il a exploité ce bombardement dans sa propagande jusqu'à la dernière extrémité. Et il a trouvé un écho assez favorable dans la population allemande. C'est ce que l'on peut lire dans des rapports secrets de l'époque. Mais la question a quand même été posée dans la population. Est-ce que finalement le nombre de victimes dans la population n'était pas tout de même plus grave que la destruction d'œuvres d'architecture? Une autre image que nous avons vue révèle une Allemagne bien différente. Une Allemagne qui vit, semble-t-il, dans les conditions de la paix, puisqu'il s'agit de compétitions sportives, des jeunesses hitlériennes, où l'on voit le stade olympique de Berlin bondé. En voyant ces images, on n'imagine pas que quelques semaines plus tard seulement, toute la jeunesse de Berlin a été évacuée parce que l'on redoutait de violents bombardements sur Berlin. C'est elle qu'on va voir maintenant. Sportfest der Hitlerjugend des Gebietes Berlin im Olympiastadion. Die Zuschauermassen füllen die weite Arena bis auf den letzten Platz. Reichsjugendführer Axmann. Bodenturnen des Jungvolks. Sportliche Vorführungen aller Art umrahmten die Wettkämpfe, bei denen die Besten des Gebietes Berlin ermittelt wurden. Die einzelnen Kämpfer zeigten zum Teil vorzügliche Leistungen. Tanz und Gymnastik der Mädel. Zum 100-Meter-Lauf des BDM. Siegerin Ursel Erhardt. Sie durchlief die Strecke in 12,6 Sekunden. Meter-Lauf der Jungen. Sieger Karl Strobel. Er schaffte es in 11,2 Sekunden. Meter Hürdenlauf des BDM. Rosemarie Zerkaulen gewinnt in 13,8 Sekunden. 4 mal 100 Meter Staffel der Hitlerjugend.
Im Endspurt siegte der Band 200 Berlin-Steglitz-Tempelhof in 46,8 Sekunden. Generaloberst Guderian, der Generalinspekteur der Panzertruppen und Korpsführer Kraus besichtigen eine Panzerfahrschule des NSKK. Hier werden die jungen Panzersoldaten fahrtechnisch geschult. Mit dem Panzerführerschein kehren sie zu ihren Ersatztruppenteilen zurück, wo die militärische Ausbildung erfolgt. Der Panzerfahrer muss sein Fahrzeug in allen Teilen beherrschen. Durch einzelne Fragen überzeugt sich der Generaloberst vom Stand der Ausbildung. Die Antworten kommen schnell und treffend. Im Schulpanzer geht es durch schweres Gelände. Das ist die beste Vorübung für den Einsatz an der Front. Bei unseren Soldaten im Osten. Heute ist Sonnenwendfest. Es gibt Kartoffelknödel. 500 Stück braucht die Kompanie. Da muss alles mithelfen. Eine merkwürdige Angelegenheit. Hier des Rätsels Lösung. Alles macht sich fein. Der Sommer soll mit Pauken und Trompeten empfangen werden. Sogar ein richtiges Klavier ist hergezaubert worden. Auf geht's! Von weit und breit sind Gäste herbeigeströmt. Haut den Lukas! Das lockende Ziel. Unsere Lanzer sind erfinderisch. Aus einem alten Auto entsteht in kurzer Zeit ein Schienenzepp. Und hier dient ein Lastkraftwagen als Antrieb für ein Sägewerk. Auf diese Weise werden leicht und schnell Dachschindeln für die Unterkunft geschnitten. An einen Windmotor wird eine ausgediente Lichtmaschine angeschlossen. Die Sache klappt. Nun haben alle Bunker ihr Licht. Man muss sich nur zu helfen wissen.
An der Murmanfront. Leichte Artillerie bereitet ein Stoßtruppunternehmen vor. Ein vorgeschobener Posten der Sowjets soll ausgeräuchert werden. Uhr nachts. Die Mitternachtssonne macht die Nacht zum Tag. Der Stoßtrupp springt aus seiner Deckung heraus. Pack gibt Feuerschutz. Kommen Sie schon zurück. Der Stoßtrupp hat seine Aufgabe erfüllt. Der feindliche Posten ist ausgehoben. Im Raum vor Leningrad. Die japanischen Offiziere besuchen die Front zwischen Leningrad und Ilmensee. Zwischen Deutschland und Japan werden laufend militärische Erfahrungen ausgetauscht. Auf dem Wege zur vordersten Linie. Ein Woltschow-Stock als Erinnerung. Der japanische Militärattaché in Berlin, Generalmajor Komatsu, gibt eine neue Knüppelbrücke für den Verkehr frei. Besichtigung eines Lehrganges. Mit einer Draisine geht es weiter. Auf Einladung des Führers traf eine türkische Militärmission am Südabschnitt der Ostfront ein. Besichtigung von neuen Waffen. Der Tiger, Deutschlands stärkster Panzer. Links Generalfeldmarschall von Manstein. Groß angelegten Gefechtsübung konnten die türkischen Offiziere sich von der Schlagkraft und Einsatzbereitschaft der Truppe überzeugen. In Minsk. Polizeibataillone führen eine Razzia auf feindliche Agenten und Saboteure durch. Verdächtige Häuserblocks und Wohnungen werden gründlich durchsucht. Straßenkontrolle. Jeder muss seinen Ausweis vorzeigen. Solche Aktionen gewährleisten die Sicherheit in den besetzten Ostgebieten. Es gilt, jede Verbindung zur Feindseite aufzudecken und radikal auszumerzen. Die
Razzia hat wertvolle Hinweise für die Bandenbekämpfung ergeben. Schlagartig werden Einheiten des Heeres und der Waffen-SS eingesetzt. Auf dem Marsch ins Bandengebiet müssen immer wieder Wasserläufe und Sümpfe überwunden werden. Der Ring um das Bandennest ist geschlossen. Es wird konzentrisch angegriffen. Auch Freiwillige der französischen Legion sind eingesetzt. Achtung, dort drüben stecken sie. Schwere Flak legt die Schlupfwinkel der Bande nieder. Das Dorf wird im Sturm genommen. Diese Banditen verteidigten sich bis zum Letzten. Sie wussten, dass ihr Leben verwirkt war. In Orel. Die Straßenbahn wird behelfsmäßig wieder in Betrieb genommen. Nur alle halbe Stunde, aber immerhin, sie fährt. Der Antrieb erfolgt durch Holzgas. Am zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns gegen die Sowjetunion fanden in vielen russischen Städten große Befreiungsfeiern statt. Klaus Schwab, cette image est intéressante. Il est écrit sur les panneaux, à droite, Hitler, notre libérateur, et à gauche, l'avenir de l'Allemagne est avec la Russie. Alors, comment en Allemagne a-t-on vu ces images et ça veut dire quoi de la part de Hitler, cette décision de constituer une armée russe, la future armée Vlasov? C'est là une séquence extrêmement intéressante. Les soldats russes défilent devant des officiers allemands, devant un officier russe également, sous commandement allemand. Les spectateurs allemands qui voient ces images ont l'impression que l'Allemagne trouverait un nouvel allié. Or, ceci n'est que propagande, parce que précisément à cette époque, lorsque ces séquences ont été tournées, une décision fondamentale a été prise à l'état-major allemand, essentiellement une décision d'Hitler. Il s'agissait de l'attitude à adopter à l'égard des volontaires russes dans leur lutte contre l'armée rouge. Il s'agissait de la mise sur pied de grandes unités indépendantes réclamées par les Russes. Hitler a opposé une fin de non-recevoir à cette démarche et a mis un terme à un long débat entre
des officiers allemands, avec d'un côté Alfred Rosenberg, de l'autre le commissaire pour l'Ukraine, Koch, et d'autres pontes du parti nazi. Les officiers allemands, tels que Rosenberg, souhaitaient exploiter l'aspiration à l'indépendance de ces soldats et de ces peuples soviétiques. Hitler était contre. Il redoutait que cette aspiration à l'indépendance ne débouche un jour sur des États indépendants. Hitler déclare qu'il n'y aurait jamais d'armée russe, d'État russe indépendant. Il dit que c'est pure illusion. Hitler voulait que les territoires orientaux servent de terrain d'expansion et de colonisation allemand. Ceci a donc mis un terme aux tentatives d'installer de grandes unités russes et composées d'autres peuples de l'Union soviétique aux côtés de la machine de guerre allemande. Oui, en fait, c'est seulement quand la situation deviendra très grave pour l'Allemagne, quelques mois plus tard, qu'Hitler acceptera la constitution d'une véritable armée. Links ein Oberst der russischen Freiwilligen. Eine Ehrenkompanie der landeseigenen Verbände. Ein Nachtaufklärer startet gegen den Feind. Er soll die Wirkung deutscher Luftangriffe auf sowjetische Rüstungswerke feststellen. In stundenlangem Flug geht es nach Osten. Die Maschine ist von feindlichen Scheinwerfern erfasst. Linkskurve. Die Flaksperre muss umflogen werden. Leuchtspur perlt heran. Die Sowjets schießen aus allen Rohren. Tiefer gehen. Angriff mit Bomben und Bordwaffen. Das Einsatzziel ist erreicht. Unter uns lodernde Brände. Unsere Bomben haben gesessen. Am Kanal. Die vorgeschobenen Posten auf Felsenriffen und kleinen Inseln können nur unter großen... Hier beginnt die Auffahrt zu einem Leuchtturm. Eine primitive Seilbahn führt nach oben. Die Männer, die hier Dienst tun, sind ganz auf sich selbst gestellt. Eine U-Jagdflottille im Atlantik. Sie soll die Seewege vor der französischen Küste gegen feindliche U-Boote sichern. Im Horchraum wird mit Hilfe von feinsten Instrumenten jedes fremde Schiff selbst auf große Entfernung angepeilt. Feindliches U-Boot in 220 Grad, klar bei Wasserbomben. Die ersten Bomben werden geworfen. Sie sind auf große Tiefe eingestellt. Werfer nachladen.
ganze Gebiet wird systematisch abgekämmt. Öl schwimmt auf. Der Brite ist getroffen. Ein Kommando geht mit dem Schlauchboot von Bord. Der Ölfleck wird immer größer. Eine Probe. Es ist Treiböl. Mit Spezialinstrumenten wird die Ölauftriebsstelle auch auf Tiefe genau untersucht. Immer wieder werden Proben entnommen. Es ist kein Zweifel mehr, ein britisches U-Boot ist vernichtet. Wieder eine Peilung. Die Jagd geht weiter. Professeur Schwab, les actualités allemandes n'ont pas parlé vraiment de l'offensive de Kursk qui a commencé et qu'Hitler avait retardé pour disposer de ces chars tigres et de ces chars panthères qui devaient faire des miracles, n'est-ce pas? Il veut à ce moment-là un petit peu consolider ses alliances effectives et défaillantes, puisque maintenant l'Italie semble hors de course depuis le débarquement de Pantellaria, et il se tourne vers les deux autres alliés, un réel et l'autre possible. Il s'agit du Japon et de la Turquie. Ja, das Gespenst der Isolierung. Le spectre de l'isolement commence à apparaître à l'été 1943 en Allemagne. Et il était nécessaire, comment dire, de mobiliser les alliés que l'Allemagne avait encore et de s'assurer de leur fidélité. Nous voyons ici l'attaché militaire japonais à Berlin qui vient sur le front de l'Est. En effet, le vœu secret des dirigeants nazis, c'était que le Japon participe à la guerre contre l'Union soviétique. On voit également l'inspection d'armes allemandes à laquelle participent des officiers turcs. Au même moment, Hitler a rappelé à l'ordre d'autres satellites de l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie. Il voulait à tout prix éviter que la Turquie ne glisse dans le camp des Alliés contre l'Allemagne dans la guerre. Mais les chances pour que cela se réalise étaient tout à fait limitées. Oui, en fait, il se méfie de l'Italie, il a peur que l'Italie ne lâche. Il se méfie de la Hongrie et il compte un petit peu, Hitler, sur les Turcs parce qu'il a bien compris que ce que craignent surtout les Turcs maintenant, c'est l'avance des Russes. Et qu'au fond, on peut jouer sur cette peur que les Turcs ont de la progression des Soviétiques, d'autant plus que les Turcs jouent habilement sur le tableau et n'ont laissé aucune chance à Churchill quand il est venu il y a quelques semaines à Adana. Et à Churchill, par exemple, le président de l'ONU a eu l'idée de montrer des troupes armées avec du matériel allemand. Les Allemands, non seulement ont armé les Turcs, un peu subrepticement, mais en plus, ils leur ont donné de l'argent pour rehausser leurs finances. Donc, les Allemands ont une bonne carte en Turquie, et meilleure qu'on le croit dans les deux sens. Cela dit, les Turcs ne sont pas du tout prêts à entrer en guerre parce qu'ils voient que le vent tourne et ils chercheraient plutôt à préparer un compromis. Mais un compromis avec les anglo-saxons, alors qu'en fait, les Allemands pensent plutôt à un compromis avec les Russes. D'autre part, ce qui est intéressant dans cette visite des Turcs, c'est que von Papen, l'ambassadeur allemand à Ankara, est en train de préparer une sorte de négociation par le Vatican. Le bombardement de Cologne, dont vous avez parlé tout à l'heure, sert de transition. On va ameuter la catholicité. Monseigneur Spellman de New York va aller voir le pape et peut-être qu'on fera quelque chose. Mais en vérité, Hitler ne veut rien savoir et de fait, il ne se passera rien. On va maintenant voir les actualités américaines qui vont nous montrer un autre versant de la situation et aussi une situation internationale délicate.
liberation in Pantelleria as British troops take possession of the island crushed by 20 million pounds of bombs. Oil fires still blaze from the greatest air assault in history. And out of the flaming rubble of Pantelleria stumbles the Italian garrison, 15,000 strong, still dazed by the pounding of Allied bombs. And from smashed shelters in the hills come Pantelleria's civilians, the old and helpless, the young and innocent. Il Duce promised them many things they never got, but he did give them this. These are the first Europeans liberated by invasion. This is the preview of total liberation. Allied victory brings bread and freedom as Mussolini's Gibraltar becomes an Allied base on the road to Rome. Somewhere in England, a new life-saving style for the U.S. Sky Knights. Like King Arthur's suit of mail, the vest protects our flyers from the modern version of spear and sword, anti-aircraft's flak and shrapnel. In case of bailouts, the armor is quickly detachable. After all, a steel coat doesn't make a man fall any easier. Firing tests show the effectiveness of the equipment. Shell fragments that would produce serious casualties are stopped by cracker-sized pieces of tough 20-gauge steel in stout canvas. A veteran Fortress flyer says, okay. Anyone who has ever been on a combat mission, seeing flak 20 millimeters break and the damage is done, can appreciate a flak suit. Communique from General Douglas MacArthur. We're on the move in the South Pacific. 5 strategic Jap island bases seized in 24 hours. No resistance from the Japs at Trobriand, Woodlark, and Nassau Bay. Aussie Americans move up from the Solomons and New Guinea on the offensive toward Tokyo. "15,000 miles away from the Solomons, the North Pacific Aleutian Island front. These official Navy pictures of Attu show mountain expeditions to wipe out the last Jap snipers. American casualties, almost 1,000 wounded. And almost 2,000 Japs killed. The entire enemy force on Attu wiped out, with the exception of 11 captured alive. Hirohito's hatchet men don't look so happy now. Chow after battle, and Shorty almost misses mess call. Victory at Attu, won by immortal Yanks who are taking the war around the world. The battle for more steel. In Pennsylvania, War Production Board Chief Donald Nelson talks with management and labor. Professeur Schwab, évidemment, les actualités américaines ne disent pas le dessous des cartes, ce qu'il y a là derrière. La nomination de Nelson à la direction de l'industrie de guerre cache la colère du gouvernement et de Roosevelt contre les militaires qui gaspillent énormément de matériel militaire, qui ne savent pas contrôler leurs dépenses. Enfin, c'est un désordre général. Et Truman, qui est rapporteur, le futur président, qui est rapporteur sur les dépenses de guerre, etc., dit « Mais nous allons perdre la guerre à Washington si ça continue ainsi. Nos boys se battent bien dans le Pacifique, ils se battent bien partout, mais ici, c'est le désordre général. Et on va nommer un homme d'affaires pour un petit peu contrôler tout ça. Mais il faut se méfier parce que l'homme d'affaires, c'est les bénéfices qui l'intéressent. Alors on va le super contrôler par quelqu'un qu'on connaît bien en Europe, qui s'appelle Burns, si bien qu'il y aura un homme officiel, si j'ose dire, qui contrôle un businessman, et que les militaires fassent la guerre, et c'est tout. Voilà. Voilà ce qu'on ne dit pas, et pour cause. Accompanied by Philip Murray, CIO head, Mr. Nelson watches steel processes from the molten stage to the roller mill. He calls upon the industry to produce 2 million additional tons for 1943. Curtailing steel production is the coal front paralysis. Many of the nation's miners, ordered back, defied the administration and Congress. Miners
voters in many of the coal areas have turned to union voting to decide whether yes or no. Recent strikes have cost America more than 20 million tons of coal. Boss of more than 4,000 coal mines, Secretary Ickes speaks for solidarity. Today, on the eve of the greatest military campaign of history, when every muscle, every sinew, every ounce of blood and guts that we have must be pledged to a single purpose, the complaints of no man or group can be placed above our military goal. Spy. Erwin D. Spratter, New York warplane engineer. Super spy. Ernest Frederick Lamitz also pleads guilty. Lamitz worked as a restaurant waiter. His ordinary appearance aided him after special training in Hitler's Hamburg spy school in 1941. From his Staten Island home, Lamitz watched harbor traffic. He wrote chatty letters to friends in Portugal, but invisible ink carried deadly messages of troop sailings. And Axis agents in Portugal reported to U-boat commanders. The electric chair has repaid some Nazi agents in America. The 6 submarine saboteurs were executed in August 1942. Like Ernest Lamitz, they were German-born. They came to this trusting America as cooks, waiters, mechanics. They plotted in American taverns and toasted to Führer's spy payroll. They became citizens, a convenient cloak lent them by benevolent America. With the new arrests, Washington steps up the spy hunt. New FBI officers examine 75,000 fingerprints a day. Since Pearl Harbor, 16,000 enemies have been caught. And here are the fingerprints of Ernest Lamitz, air raid warden and confessed spy. Across America, other spies are still hiding, still working. There is a war to be fought on the home front, war against listening ears, war against saboteurs, war against propaganda whisperers. Keep watch, stand guard, tell your evidence to the FBI. Solemn pontifical field mass for 16,000 sailors, the largest ceremony of its kind ever held in U.S. naval history. Here at Sampson, New York, these religious rites commemorate the victory of Admiral Sampson over the Spanish fleet at Santiago, Cuba. In 1898, the United States fleet fought to free the Western Hemisphere. 45 years later, it fights again for world freedom. With Navy man Art Jarrett as soloist, the choir lifts its voice in prayer. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, the Women's Auxiliary Army Corps is now the Women's Army Corps, a regular Army unit. The Corps will be eligible for national insurance, free mailing privileges, and other benefits they missed as auxiliaries. Formed in May 1942, the Corps will expand to 600,000. Here with General Marshall and General Somerville, Colonel Hobby is the first woman to be sworn in to the Army of the United States. I'm depending upon you and the women of America to make a tremendous contribution in this way to the war effort. Thank you, sir. We shall do our best. In North Tarrytown, New York, only 30 miles from Times Square, dedication of America's oldest castle as an historic colonial shrine. Guests at the ceremony bypass gas rationing by coming in hay rigs.
A 1902 electric runabout brings Mr. and Mrs. John D. Rockefeller, Jr. Mr. Rockefeller contributed to the castle's restoration as a museum. Now, invitation into a 17th century design for living. The Dutch manor was built in 1683 by a New Amsterdam burgher. No points then for shoes, and its pioneer furnishings turned back the clock, or rather the hourglass. The sturdy castle of stone and mortar was put up 100 years before this nation became united. George Washington slept here, too. Portholes for guns, very necessary in those primitive days. And windows, built for neighborly gossiping. After 3 years of research and reconstruction, one of the nation's most picturesque manor houses is restored to its pre-revolutionary grandeur. Reminder in wartime of those days of courage and strength which gave America its birthright of freedom. The King's colors fly in Tripoli, and Yanks in North Africa salute the British monarch, greeted by General Montgomery. Monty and King George review Allied armies poised for invasion. British, Dominion, and native troops, heroic fighting men who swept the fascist armies out of Africa, wait the moment for final attack. Ready for action on the next front, Yank tanks of the American Fifth Army under Lieutenant General Mark Clark, here with General Patton. This army is in special training for land, sea, air blows against Axis Europe. It's King George's second war visit to the fighting front, and now, fit for a king, American Army Chow. Malta, next stop on the Royal Inspection Tour, only 60 miles from Sicily, and the world's most bombed spot. This is the hour of triumph for the loyal people of Malta, who withstood over 3,300 raids and destroyed more than 1,000 Axis planes. Along the main street of Valletta, 269,000 Maltese join in cheers. Malta, symbol of the fighting empire, renews allegiance to its king. At an American air base in New Guinea, Japanese bombers set vital gasoline stores ablaze. Australian ground troops fight hard to salvage as much as possible. The Japs fly in tight formation through our anti-aircraft bursts, dropping their Japanese bombs. Allied P-38s scramble for upstairs and attack. One Jap in flames. And downstairs, thousands of barrels of gasoline saved. More than 90% of the supply at this fuel dump. Replacement gasoline flown in by Air Transport Command. ATC's round-the-world service is as commonplace as local trucking. A-car drivers, please remember this. Our gasoline front, as well as every other front, is in Australia, New Guinea, the Solomons, England, Africa, China. This is a war of supply, and we are winning it. Klaus Schwab, qu'est-ce qui vous a frappé dans ces actualités américaines? Alors, ce qui m'a frappé, c'est cette séquence sur la grève des mineurs aux États-Unis. Et l'administration Roosevelt, apparemment, n'arrive pas à mettre un terme
à cette grève. Il s'agissait de revendications salariales. Le marché du travail était asséché aux États-Unis et c'était le moment idéal pour demander une augmentation de salaire. Roosevelt a personnellement interdit cette grève. Le Congrès lui a emboîté le pas et pourtant, il n'a pas été possible de convaincre les mineurs d'abandonner leur mouvement de grève. Cela s'expliquait notamment par leur leader, John Lewis, qui était un ennemi intime de Roosevelt, mais cela tenait aussi au fait que pour le front patriotique américain, la guerre se passait bien loin. C'était des événements lointains qui faisaient qu'il était difficile d'oublier la situation normale aux États-Unis en temps de paix. Roosevelt était alors arrivé aux limites de son pouvoir en politique intérieure, même s'il a réussi à peu près à enrayer la grève dans les mines, même s'il n'a pas réussi à l'arrêter complètement. Nous avons affaire ici à un rapport sincère, franc, dans les actualités américaines sur les difficultés intérieures du gouvernement Roosevelt. Ces actualités ne font peut-être pas preuve de la même sincérité sur toutes les séquences. Non, évidemment, elles ne peuvent pas dire que c'est cette semaine qu'on a ouvert un centre expérimental pour une bombe atomique à Oak Ridge. Ça, c'est top secret, naturellement. Et puis, elles ne disent pas non plus les difficultés de la politique extérieure américaine à ce moment précis où les rapports avec Staline sont mauvais. Les relations entre les Alliés et l'Union soviétique ont vraiment atteint le creux de la vague à l'été 1943. Les Alliés ont en effet fait savoir à Staline que le débarquement en Europe occidentale avait une nouvelle fois été reporté au printemps 1944 et Staline a été très déçu de l'apprendre puisque, depuis longtemps, il appelait de ses vœux la mise en place d'un deuxième front. Déception tellement profonde pour Staline qu'apparemment, il était disposé à conclure une paix séparée avec Hitler. Et il s'est livré à des sondages par l'intermédiaire de Stockholm, mais Hitler ne voulait rien entendre sur ce point. Le débarquement en Italie va calmer quelque peu Staline, mais il sait très bien que ça aussi, c'est une manœuvre pour que l'armée soviétique s'épuise face aux Allemands avec le temps. La guerre froide a déjà commencé. Merci, professeur Schwab. La semaine prochaine, nous verrons les actualités soviétiques et américaines.